Bonjour. Dans le cadre donc du projet qui est lancé par le port de Dunkerque, donc la commission particulière du débat public a souhaité auditionner un certain nombre d'experts qui, par leurs connaissances et leurs compétences, pourront nous éclairer sur un certain nombre d'enjeux liés à ce projet. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Marie-Hélène Ruiz, qui est professeure et chercheur à l'ULCO, donc dans l'unité mixte de recherche dynamique côtière actuelle et récente du laboratoire d'océanologie et de géosciences. Donc bonjour à vous et merci de votre présence. Nous allons dans un premier temps vous laisser présenter les enjeux qui sont liés à la submersion marine, à l'évolution du trait de côte et donc à ces potentielles adaptations au contexte du changement climatique. Donc votre présentation pendant un quart d'heure, 20 minutes sera suivie après de questions que nous allons pouvoir vous poser et échanger ainsi avec vous. Donc, Madame Ruiz, je vous laisse la parole. Merci. Donc, merci de m'avoir invité à participer à ce débat. Donc, ça fait une vingtaine d'années qu'on étudie l'évolution des littoraux, de la côte d'Opale, de la frontière belge à la baie d'Authie en particulier. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques données sur quelques résultats et aussi pistes d'adaptation possibles dans un contexte assez particulier. Donc juste rapidement pour rappeler, le littoral qui nous concerne est bordé par la mer du Nord. On a le long de ce littoral des vents et des vagues, des houles dominantes qui sont plutôt du sud-ouest, donc parallèles au littoral. Alors ce littoral, on dit souvent que c'est un territoire, pas seulement le littoral, mais toute la plaine maritime flamande, que c'est un territoire né de la mer. Effectivement, il faut imaginer, il y a plusieurs milliers d'années, une vaste baie, parcourue de chenaux de marée qui ressemble un petit peu à la baie de Somme actuelle ou à la baie du Mont-Saint-Michel. Et petit à petit, cette baie donc, a été comblée par des sédiments essentiellement marins. Et très rapidement, du fait de la formation de marées maritimes, l'homme en a profité pour gagner des terres, et ce, dès le Moyen-Âge. Donc la situation actuelle, nous sommes dans un polder et chaque jour, 2 fois par jour, ce polder est sous le niveau des hautes mers, que l'on soit en haute mer de Viveau ou en haute mer de Morteau. Une bonne partie de ce polder donc, est sous le niveau des hautes mers, avec certains secteurs particulièrement bas, comme ici au niveau des mouères. Alors, ce polder est drainé par tout un système assez complexe de canaux qui permettent donc d'évacuer les eaux continentales et par un système de porte à la mer, comme ici au niveau de Dunkerque. Donc, ce secteur particulièrement bas est évidemment sensible dans un contexte d'élévation du niveau de la mer et ce polder est densément peuplé, ce n'est que la partie en fait occidentale des grands polders que l'on retrouve en Belgique et aux Pays-Bas. Et du fait même qu'on soit sous le niveau des plus hautes mers, il y a évidemment des risques de submersion marine en cas de rupture des digues ou des cordons dunaires. Mais justement, nous sommes protégés par des cordons dunaires qui font plusieurs centaines de mètres de large et protégés également par des digues. Donc ces cordons dunaires et ces digues constituent la protection et évitent que la mer envahisse à nouveau ce polder. Alors, une des caractéristiques de ce littoral, c'est sa transformation par l'homme, donc poldérisation dès le Moyen-Âge, et puis
On a continué à gagner sur la mer, avec justement la création, au début dans les années 60 et ensuite 80, du grand port maritime de Dunkerque, qui, quand on regarde le littoral actuel, est un polder, un nouveau polder. Il a été complètement gagné sur la mer. Ici, en fond de carte, c'est une carte d'état-major qui a été levée en 1835. Et donc ici, en bleu, on voit le littoral actuel. Donc on est dans un contexte de littoral complètement artificiel. On voit le trait de côte initial ici, au fond, là, à l'est. Et donc tout ça a été gagné sur la mer. Alors, il nous reste plus qu'à peu près 7 km de milieu dunaire, de cordons dunaires à l'est de Dunkerque. Et ces cordons dunaires sont eux-mêmes entrecoupés par des zones urbanisées. Donc, on suit l'évolution de ces dunes depuis donc de nombreuses années. On a là des suivis. Actuellement, on a un suivi mensuel au niveau de la dune Marchand, par exemple. Donc, quel constat depuis donc 1949 jusqu'à 2015? Eh bien, on constate que ici, proche de Dunkerque, les dunes sont en érosion. Une érosion maximale quand même que l'on peut qualifier de modérée, puisque maximum 50 mètres de recul depuis 1949. Et puis, au fur et à mesure que l'on va vers la Belgique, eh bien, là, on constate plutôt une tendance à l'accumulation, en particulier ici, donc à l'est, au nord-est, au niveau de la dune du Perroquet, où là, au contraire, on a gagné depuis 1949 une quarantaine de mètres. Cela est dû à un transit sédimentaire préférentiel, sous l'effet des vagues qui sont parallèles à la côte et sous l'effet des courants de marée, eh bien, les sables transitent, ils vont tous vers la Belgique, mais donc ils s'accumulent quand même au niveau donc, de la dune Marchand et de la dune du Perroquet. Alors, l'érosion, la submersion, les submersions marines, évidemment, se produisent pendant les tempêtes, lorsque l'on a des vents forts, en particulier des vents que l'on appelle des vents d'afflux, c'est-à-dire qui soufflent évidemment de la mer vers la terre. Et dans certains cas, ces vents forts, combinés à de basses pressions atmosphériques, eh bien, induisent ce que l'on appelle des surcotes. Donc des surélévations temporaires et inhabituelles du niveau de la mer. Ici, on parle de surcote atmosphérique, puisque c'est bien lié à donc de basses pressions atmosphériques plus des vents d'afflux qui poussent également l'eau à la côte. À cela, il faut ajouter évidemment les vagues qui créent également une surélévation temporaire du niveau de l'eau. Alors ici, le long de nos côtes, nous avons des marées importantes, de forte amplitude. Donc l'effet de ces surcotes, évidemment, sera totalement différent quand elles surviennent à basse mer. Donc le niveau d'eau est plus élevé, mais tant qu'on est en basse mer, finalement, il n'y a pas d'effet sur le littoral. Le problème, eh bien, c'est lorsque ces événements sont conjugués à une marée haute. C'est là que l'on constate, d'une part, une érosion des versants dunaires et des submersions temporaires, parfois dépérées. Alors, des tempêtes, on parle beaucoup des tempêtes, on en a essuyé de très très nombreuses. Ici, on remonte au début du XXe siècle. Je me suis arrêtée ici parce que la liste est très très longue. Donc, ça fait très longtemps que le littoral subit des tempêtes avec à chaque fois les kiosques qui sont emportés ou même quelquefois on parle de
destruction de plages, etc. Bon, reste en mémoire quand même deux tempêtes, celle de 49 qui s'est soldée par une rupture de la digue de l'Est, hein, que l'on appelle maintenant, je pense, la digue des Alliés, avec l'inondation de plusieurs quartiers hein, au niveau donc, de Dunkerque, et puis à nouveau la fameuse tempête de 1953 qui, elle aussi, s'est soldée donc, par une rupture de digue et donc à marée haute, hein, l'inondation des quartiers les plus bas de Dunkerque au niveau donc, de Rosendal. Hein. Donc de très nombreuses tempêtes hein, qui se sont succédées. La tempête de 53 constitue pour l'instant un événement de référence. Malheureusement, on n'a pas de données hein, sur du moins marégraphique pour cette tempête. Donc on suppose que lors de cette tempête, combinée à la haute mer, eh bien, on a eu une surcote hein, de l'ordre de plus de 2 mètres, disons, puisqu'on n'a pas les chiffres exacts. Hein. Donc, une tempête qui est restée mémorable, qui a fait de très nombreuses victimes aux Pays-Bas, hein, comme leur nom l'indique, donc des terres très très basses, là aussi gagnées sur la mer. Les digues se sont rompues et donc une partie des polders a été inondée, causant de nombreuses victimes. La tempête s'est propagée jusqu'au niveau de Dunkerque. Elle s'est ensuite atténuée, mais à Dunkerque, donc, on a eu rupture de la digue et donc pénétration de l'eau de mer dans les canaux et inondation donc, des quartiers bas de la ville. Alors, quelques exemples de tempêtes plus récentes. Par exemple, la tempête de novembre 2007. Donc, à nouveau des vents forts hein, qui ont persisté pendant 48 heures. Une baisse de la pression atmosphérique, un marnage assez moyen. Et là, une surcote exceptionnelle, hein, un pic de surcote, donc surélévation temporaire hein, du niveau de l'eau, hein, de 2,38 m à basse mer. Hein, c'était vraiment là un record. Heureusement, ça s'est produit à basse mer avec donc une surcote de quand même 1,20 m à haute mer. Résultat, hein, c'est ce que l'on observe assez souvent. Une érosion des cordons dunaires, hein, on a mesuré là un recul de 1 mètre, simplement sous l'effet de cette tempête. Une submersion temporaire de la digue, hein, du Perret de Malo-les-Bains, avec donc simplement des paquets de mer qui viennent déferler sur la digue. Et puis, comme la surcote s'est produite à basse mer, hein, une impossibilité donc d'évacuer l'eau des polders. Hein. La dernière tempête en date, hein, qui est assez mémorable, c'est la tempête Xaver. Hein. Donc l'hiver 2013-2014 a été particulièrement tempétueux en France. Et nous avons été touchés par Xaver, hein, où là, on a eu un niveau d'eau exceptionnel. Hein, donc, et ce sont les niveaux d'eau mesurés dans les ports. Donc, on ne prend pas en compte l'action des vagues quand on analyse ces niveaux d'eau. Donc, à nouveau, un pic de surcote de 2,35 m à basse mer et cette fois-ci, une surcote de 1,25 m à basse mer, qui a été conjuguée à une haute mer d'assez fort coefficient. Et donc cet événement, eh bien, c'est le plus fort qu'on ait jamais enregistré hein, depuis que l'on fait des mesures à Dunkerque. Et donc il est considéré par le CHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine, comme le nouvel événement de référence hein, pour le littoral Manche oriental. Hein. Ils n'ont pas pu le comparer à l'événement de 53 puisque, comme je vous le disais, on ne dispose pas de données marégraphiques hein, pour 1953. Alors, on peut, sans vouloir être catastrophiste, imaginer, on ne peut pas exclure hein, que l'on ait un événement à nouveau exceptionnel, type Xynthia, hein,
Xynthia, qu'est-ce que c'est? C'est une conjonction d'une surcote importante à une marée là, de fort coefficient, hein, avec un pic de surcote, les vents les plus violents et qui coïncident avec la haute mer. Donc, pour l'instant, les surcotes les plus importantes, heureusement, se produisent à basse mer ou lors de la marée montante, mais en cas de surcote qui se produirait à haute mer et qui serait combinée donc à une marée donc d'assez fort coefficient, là on atteint des valeurs quand même assez importantes, hein, bon, avec par exemple un niveau d'eau sans les vagues, hein, qui serait supérieur à 5,50 m, alors qu'en 1953 on estime qu'il était de 5,20 m. Donc on ne peut pas exclure l'occurrence d'un tel événement. Donc, dans le cadre de la mise en place de plans de prévention des risques littoraux, hein, on doit maintenant prendre en compte l'élévation du niveau de la mer à l'échéance 2100. En France, on prend une élévation somme toute assez moyenne, de l'ordre de 60 cm. Et donc, si, comme niveau de référence, on prend la tempête Xaver, à laquelle on ajoute ces 60 cm, on arrive là aussi à un niveau d'eau assez exceptionnel, dont il faut tenir compte pour donc se protéger. Alors, heureusement, une analyse des surcotes en Manche, de part et d'autre de la Manche et en mer du Nord, depuis de 1900 à 2010, eh bien, a montré que les surcotes se produisent préférentiellement au moment de la basse mer et avant la haute mer, donc c'est assez rassurant. Donc ici, pour Dunkerque, on voit que la majorité des surcotes se produisent à peu près 4 heures avant la haute mer. Très peu de surcotes se produisent au moment de la haute mer et donc 2 heures après la haute mer. Donc, qu'en est-il des plus hauts niveaux d'eau justement enregistrés à Dunkerque? Alors on a un problème pour mener des analyses à Dunkerque puisque nous avons énormément de lacunes. Nous avons plus de 10 ans de lacunes et beaucoup d'années en plus. Il nous manque des données. Donc c'est très difficile de dégager une tendance. Donc, plus haut niveau d'eau, on a considéré, donc ce sont des données horaires qui sont fournies par le CHOM. Ces données sont enregistrées dans le port de Dunkerque. Plus haut niveau d'eau, on a considéré donc les plus hautes mers astronomiques et puis les niveaux d'eau donc supérieurs avec une période de retour de 10 ans. Bon, comme on le voit, on ne peut pas trop dégager de tendance. On peut noter quand même davantage de haut niveau d'eau depuis les années 70, donc avec ici les hauts niveaux d'eau de 2007 et donc ici en rouge de décembre 2013. Donc comme on le voit, des très hauts niveaux d'eau quand même assez exceptionnels. Qu'en est-il des tempêtes? On parle souvent de l'accroissement des tempêtes liées au changement climatique. Si on se fie donc aux données de Météo France, on ne peut pas là non plus dégager de claires tendances. Donc Météo France fait tourner pas mal de modèles et les conclusions de Météo France, c'est que dans l'état actuel des connaissances, on ne peut pas dire que sous l'effet du changement climatique, eh bien, il y aura davantage de tempêtes. Et ça aussi, c'est un fait assez rassurant. Par contre, là, une certitude, c'est que le niveau de la mer, sous l'effet du réchauffement climatique, eh bien, a tendance à monter, il monte de plus en plus rapidement et ça c'est un élément bien sûr à prendre en compte. Pendant le XXe siècle, on a observé depuis à peu près 1850 donc une tendance à cette élévation, à une accélération d'élévation du niveau de la mer. Ici on parle du niveau général, global de la mer. On a fait face à une élévation de 15 à 20 cm. Là, on a fait face. Le futur est assez incertain puisque
En 2007, d'après les modèles, on pouvait s'attendre à une élévation de 18 à 59 cm d'ici 2100. Là, on est de 28 à 98 cm. Ce sont des moyennes, hein. De plus en plus, on pense qu'on va dépasser le mètre d'ici 2100. Hein. Donc ici, vous voyez, ce sont les anciennes prévisions basées sur différents modèles. Hein. Donc en vert, les prévisions de 2001, à l'échéance toujours 2100. Les prévisions donc du GIEC pour 2007, et quand on les compare finalement aux données, hein, aussi bien des données liées au marégraphe et aux satellites, eh bien, on voit qu'on est plutôt dans la fourchette haute. Hein. Donc pour Dunkerque, pareil, il nous manque des données. Donc heureusement, on a les données belges. Donc on voit qu'il y a effectivement une tendance à l'accélération. On est actuellement à peu près à 3,2 mm par année, ce qui donc est conforme, hein, au niveau global des océans. Alors, ces problèmes d'érosion et de submersion marine, au fur et à mesure que la mer monte, évidemment, vont se poser, hein, de plus en plus. Hein, et donc, ce sont des événements qui risquent de devenir de plus en plus fréquents. Hein. Donc, que faire? On peut s'interroger. Là, je vais vous montrer un petit peu ce que font nos voisins belges. Hein. Donc, nous partageons le même littoral. Hein, c'est exactement la même côte. Et les Belges, qui n'ont que 67 km de côte, ont décidé donc de protéger, hein, de se protéger, de maintenir leur trait de côte. Et donc, ils ont décidé de faire en sorte que leur littoral résiste, hein, à des tempêtes, hein, de périodes de retour, hein, de 2000 ans et même de 4000 ans. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont rehaussé leurs digues, ils ont décidé aussi d'avancer leurs digues et surtout, pour faire face à l'élévation du niveau de la mer, eh bien, de réalimenter leurs plages en sable. Hein. Donc, au fur et à mesure, c'est un bon moyen que la mer monte. Hein, eh bien, ils rajoutent du sable sur leurs plages. De ce fait, hein, ces plages et ces digues, hein, sont protégées des justement phénomènes de surcote pendant les tempêtes. Donc, vous voyez que régulièrement, le long de toutes les plages belges, eh bien, les plages sont réalimentées par des centaines de milliers de mètres cubes de sable, hein, que les Belges donc vont chercher au large. Hein. De la même façon, et ça, ce sont les leaders donc, au niveau européen, hein, les Pays-Bas se protègent également, protègent leur littoral par donc, une alimentation artificielle des plages en sable. En moyenne, chaque année, ils déversent 12 millions de mètres cubes de sable sur leur littoral, et une partie de ce sable réalimente les dunes qui constituent, hein, leur digue naturelle, hein, la barrière naturelle contre la mer. Donc, d'après une nouvelle étude, ils estiment que pour faire face à 1 mm d'élévation du niveau de la mer, il faut rajouter 7 millions de mètres cubes de sable. Et donc, ils recommandent, hein, d'ici 2050, donc, il faudra remettre 85 millions de mètres cubes de sable pour faire face donc, à l'élévation du niveau de la mer et aux tempêtes. Hein. Avec des mesures toujours à la pointe, hein, comme par exemple ici, ils ont décidé donc de déverser 22 millions de mètres cubes de sable pour créer finalement donc, comme une île artificielle et pour laisser la nature redistribuer les sédiments donc, le long de la côte. Hein. Alors en France, on commence aussi à utiliser de telles pratiques. Hein. Pour protéger donc ici la ville de Dunkerque de potentielles submersions, pour éviter à nouveau en cas de tempête une rupture ici donc de la digue de l'Est ou digue des Alliés, eh bien l'État a mandaté le Grand Port Maritime de Dunkerque, hein, pour qu'il réalise un rechargement massif de sable, hein, donc ce sable évidemment protégeant des tempêtes et de niveau d'eau la digue, hein, et du coup protégeant tous les quartiers de Dunkerque situés, hein, sous le niveau des hautes mers. Donc un rechargement de 1,5 million de mètres cubes de sable donc, qui a été effectué,
entre 2011 et 2014. Le port aussi profite des travaux d'extension du port, en particulier par exemple ici dans le cadre des travaux du terminal méthanier. Eh bien, les sables issus donc du dragage ont été utilisés pour protéger ici la digue du Rüttingen, et ces sables ont été déversés donc ici juste à l'avant-plage pour constituer donc une protection. Ce sont plus de 3 millions de mètres cubes de sable cette fois-ci qui ont été refoulés donc au niveau du port ouest. Donc, on peut compléter les rechargements par des techniques complémentaires. Par exemple, on peut installer ce genre de structure pour favoriser, justement, pour retenir le sable. On recharge le sable sur la plage et le sable qui est transporté par le vent, eh bien, on le capte pour favoriser l'édification de cordons dunaires. Donc les rechargements, c'est une solution pour faire face à l'élévation du niveau de la mer, pour protéger nos littoraux, du moins si on veut les maintenir. C'est une méthode assez souple et aussi c'est une façon de valoriser les sédiments de dragage. Et justement, dans le contexte du projet CAP 2020, on sait que le creusement d'un nouveau bassin va donc permettre d'obtenir des centaines de milliers, même des millions de mètres cubes de sable. Et ces sables eh bien, pourraient être utilisés pour renforcer la côte, comme le font les Belges, comme le font les Hollandais, et pour donc favoriser là aussi la formation de dunes, renforcer les cordons dunaires et nous protéger donc contre les submersions marines. Et je pense que c'est vraiment une opportunité que l'on a d'obtenir en plus des sables qu'il n'est pas nécessaire d'aller chercher au large, donc ça va coûter moins cher, puisque il ne faut pas se leurrer, c'est une solution qui n'est pas permanente, il faut recharger. On a vu aux Pays-Bas, ils réalimentent tous les 2-3 ans en moyenne, mais justement d'avoir un stock de sable à proximité, je pense que ça serait vraiment, que c'est une opportunité donc, pour participer à la protection du littoral et des ouvrages portuaires par la même occasion. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à vous, Madame Ries, pour cet exposé qui était très clair. Dans le cas spécifique donc, de Dunkerque et notamment du réseau des Watringues, donc il y a un risque de submersion marine, mais il y a aussi possiblement un risque d'inondation qui vient au niveau des terres. Comment cela peut-il être géré? Quels sont les effets que vous avez pu constater? Bon, alors nous, on s'occupe surtout du côté mer. Effectivement, il y a parfois, quand il y a des précipitations hivernales, ou quand, justement, on ne peut pas évacuer à la mer parce qu'il y a des hauts niveaux d'eau, même à marée basse, ça peut poser problème. Je pense que les Watringues se sont équipés et vont s'équiper de nouvelles pompes. La solution, c'est d'avoir en plus de l'évacuation naturelle à marée basse, d'avoir des pompes efficaces pour justement donc éviter les problèmes de l'accumulation de l'eau à l'arrière, donc au niveau du polder. Mais bon, c'est pas les Watringues, c'est pas forcément ma spécialité. Oui, vous avez évoqué la situation entre le port de Dunkerque et la frontière belge. Qu'en est-il de l'autre côté, donc en gros entre le Platédois et Gravelines? Alors, est-ce que les deux littoraux sont homogènes en matière de chargement, enfin en matière d'érosion marine? Et question subsidiaire, est-ce qu'on a une idée des impacts qu'a eu la création du bassin ouest, par exemple, dans les années 70, sur l'évolution du trait de côte? Je cite un exemple complètement différent. On accuse les travaux du Tréport d'avoir eu des effets sur le rechargement des galets dans le Hable d'Olt, donc sur la côte picarde. Est-ce que le fait de créer un bassin peut faire évoluer l'engraissement, le dégraissement du trait de côte? Alors,
Dans le cas du Tréport, c'est effectivement le cas. Hein, pour maintenir l'accès au port du Tréport, comme il y a un transit très important de galets, ils ont rallongé leur jetée. Du coup, tous les galets se sont accumulés d'un côté de la jetée et effectivement, de l'autre côté, ils sont en déficit. Hein. Ici, comme je vous le disais, on est sur un littoral complètement artificiel. Hein, donc, qui est sous l'emprise de l'homme, et on sait très bien gérer ce littoral. Donc toute la façade, finalement, entre Gravelines et Dunkerque, hein, on est là dans un système artificiel, hein, qui est en plus limité de part et d'autre par des jetées. Hein. Donc le sable, il est limité il reste finalement entre les jetées du port ouest et les jetées du port est. La situation de l'autre côté, donc on suit évidemment également le littoral du côté de Ouaplage. Là, à long terme et à moyen terme, hein, c'est un littoral en accumulation. Hein. Donc, on a une très nette avancée vers la mer, à l'exception, malheureusement, d'un tout petit secteur central, hein, au niveau du Platier-Doigt. Hein, ça accumule partout ailleurs. Hein, sauf donc dans ce secteur central où malheureusement il y a un lotissement installé derrière le cordon dunaire. Mais là aussi, l'érosion sur le moyen terme, les rythmes d'érosion sont tout à fait modérés. On est à moins de 0,5 mètres par année. Hein, et l'érosion a été beaucoup ralentie par les aménagements, par les pièges à vent, hein, les casiers à vent qui ont été installés à la base du cordon. Donc là, quand on analyse l'évolution de tout le littoral entre Calais et Dunkerque, à long terme, on est vraiment dans une situation d'accumulation. Hein. Même si à court terme, alors quand je parle à court terme, c'est à l'échelle d'une cinquantaine d'années, on peut noter des problèmes d'érosion, mais quand on étudie ce littoral à l'échelle séculaire, hein, de plusieurs siècles, c'est un littoral en accumulation. Vous venez d'évoquer le lotissement du Platier-Doigt. Est-ce qu'avec la tempête de 1953, le nouvel événement de référence donc de 2013, 60 ans les séparent, est-ce qu'il y a une culture du risque en fait du côté des élus, de la population comment ça se passe au niveau du risque inondation et submersion marine? Alors 53, ça fait quand même assez longtemps, donc il y a peu de gens qui l'ont vécu, qui étaient adultes en 53, qui je pense sont encore là. Ceux qui étaient plus jeunes, je pense, s'en souviennent encore. Hein. Et puis, je pense que cette culture de risque, elle a été un petit peu remise dans l'esprit des gens avec la publication des cartes du PPRL, hein, où là, beaucoup de personnes sont aperçues qu'ils étaient effectivement potentiellement à risque de submersion. Donc je pense que là, les gens en ont conscience, hein, même si l'événement de 2013, il y a eu un peu d'érosion au niveau du cordon dunaire, mais n'a pas du tout été, il n'y a pas eu de submersion réellement depuis 1953. Hein, mais on ne peut pas, on ne sait pas, hein, ça peut arriver dans 2 semaines ou ça peut arriver dans 50 ans ou dans 150 ans, un événement comparable, là, on ne sait pas. Donc, dans le cadre de son projet, donc le Grand Port Maritime envisage un rehaussement de ses quais pour les aligner avec ceux qui ont été réalisés pour le terminal méthanier. Donc on est à 9,50 m, 10 mètres, après une fois que l'on a terminé tous les revêtements. Comment estimez-vous cette anticipation sur des épisodes que vous présentiez tout à l'heure au niveau à la fois des tempêtes et de cette avancée du trait de côte, et également quelles sont les conséquences que ça pourrait avoir sur l'intérieur des terres
par rapport aux zones urbanisées. Alors, des quais à l'intérieur du port qui seraient à plus de 9 mètres, 10 mètres, là, compense largement, et pour pas mal d'années, je pense, là, c'est une altitude tout à fait raisonnable, hein, pour faire face justement à d'éventuels hauts niveaux d'eau, puisqu'on a vu que ces plus hauts niveaux d'eau, donc sans les vagues, hein, potentiellement pourrait atteindre donc les 7 mètres, 7 mètres 50. Hein. Je pense que pour plutôt la façade de Maritime, où là on a l'action des vagues, hein, je pense que là aussi, bon, c'est une altitude raisonnable, mais qui devrait, point de vue sécurité, être aussi, peut-être on devrait recharger les plages, hein, puisqu'on a vu que dès que l'on recharge les plages, qu'on les rehausse, hein, eh bien c'est une protection supplémentaire, hein, pour justement les digues qui sont en arrière. Et je pense que comme le port va avoir pas mal de sable à sa disposition, une bonne solution serait sur sa façade maritime exposée aux vagues, là, de recharger les plages. Hein. Quand on se promène en Belgique, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Le niveau de sable en haute plage, hein, est à 3-4 mètres par rapport, donc il faut descendre pour aller à la plage. Hein. Et pour eux, en Belgique, c'est la façon de protéger donc les digues et qui sont en arrière. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure dans votre diaporama à propos des données Météo France le fait que il n'y avait pas, d'après les données de Météo France, davantage d'événements style tempête. Est-ce que ça vaut aussi pour l'intensité? Parce que ce qu'on voit outre-mer, d'après les commentaires qu'on peut avoir, c'est vrai, ce n'est pas en nombre croissant, mais en revanche, l'intensité semble croissante. Est-ce que ici, en Europe, alors je pense aussi aux événements récents en Irlande, là, est-ce que finalement, il n'y a pas un risque non pas de multiplication, mais d'aggravation de l'intensité des tempêtes, qui font que ce qu'on connaît maintenant en termes de stabilité de digues par rechargement de plage, par exemple, risque d'être rendu plus délicat? Alors, point de vue intensité, bon, nous, quand on analyse, du moins ici pour la région, les données de vent, hein, on ne note pas une intensité. Hein, on a des données depuis le début des années 50, donc on ne note pas une intensification. Par contre, ce qui peut changer, c'est la durée, hein, la durée de l'événement. C'est-à-dire des événements qui perdurent pendant 48 heures, forcément, on a plusieurs marées hautes qui sont combinées à ces événements. Hein. Donc c'est plutôt sur la durée, pas forcément sur l'intensité, bien que ici quand même il faut voir qu'on est protégé, hein, on n'est pas justement exposé au vent et aux houles qui viennent de l'Atlantique, hein, comme par exemple en Bretagne ou en Irlande. Hein. Donc on est dans une situation plutôt de protection. Ce qu'on peut aussi, bon, évidemment les modèles ne nous permettent pas de prédire l'avenir, hein, mais c'est non seulement peut-être une durée plus importante des événements, mais peut-être aussi un changement, même léger, dans l'orientation des vents. Hein. Alors, si ces vents changent un petit peu, si les vents dominants changent un peu en orientation, ça peut effectivement avoir des conséquences. Mais alors, ce changement d'orientation, on ne sait pas si c'est plus des vents de terre ou de mer. Hein. On n'a pas pour l'instant de données. Mais Météo France, comme vous l'avez vu, reste très prudent, hein, donc quant au vent. Le fait de recharger ces plages, donc ça fait une protection, mais quand l'eau passe par-dessus, après ça ralentit l'évacuation des parties inondées dans les terres. Donc c'est aussi plus problématique, parce que ça laisse des zones inondées en plus grande quantité et plus longtemps. Alors, l'objectif des rechargements, c'est justement que l'eau ne passe plus par-dessus. Hein.
hein. Donc le niveau de sable est tellement élevé, hein, il faut vraiment voir en Belgique ce qu'ils ont fait, hein, où on peut le constater au niveau de la digue des Alliés, hein. On a un niveau de sable qui est vraiment hors d'atteinte des plus hauts niveaux d'eau, même avec des surcotes. Donc l'objectif, c'est justement que ce sable, hein, ces hauts niveaux de sable ne sont plus atteints même par les plus hauts niveaux d'eau lors des tempêtes, hein. Donc il faut garantir un niveau de sable élevé, hein. Oui, est-ce que le fait de recharger des plages entraîne un espèce d'engraissement naturel? Je prends l'exemple des dunes. Bon, vous avez montré des plantations d'Oya, je pense. Est-ce que, bon, pour piéger le sable, là, le sable aérien, est-ce que au niveau de la mer, enfin de l'eau, est-ce que le fait d'accroître artificiellement, donc par rechargement, le volume de sable fait que dans le cadre du transit le long de la côte, la plage s'engraisse naturellement? Ou alors c'est complètement neutre, il faut vraiment une action de l'homme pour recharger? Alors tout dépend des transits sédimentaires, hein. Ici, par exemple, au niveau du rechargement donc, à Dunkerque, je vous l'ai dit, on a un transport naturel de matériaux donc, vers la Belgique, et effectivement, une partie du sable qui a été rechargé, eh bien, réalimente en sable les plages qui sont plus en aval, hein. Alors, pour piéger le sable qui est, qui est transporté donc, par le vent, donc lorsqu'on réalimente les plages en sable, donc on crée un stock sédimentaire supplémentaire. Les sables les plus fins ensuite sont repris par le vent, s'accumulent dans les dunes, hein, c'est ce qui se passe aux Pays-Bas. Donc on peut effectivement essayer de les capter. Ici, donc, ce sont des expérimentations, hein, sur la plage du Clipon, hein, par des systèmes de petites ganivelles comme ça. Alors, ici, on avait mis en place, c'est un de mes étudiants, Antoine de Tresca, qui a fait sa thèse donc, sur ce sujet. À titre expérimental, des pièges à sable, vous voyez, au niveau vraiment, non plus dans la dune, mais au niveau des plus hautes mers, hein, pour justement, pendant la période estivale, capter le sable mis en mouvement par le vent. Et on savait très bien qu'à la première tempête, hein, eh bien, les hautes mers allaient venir taper, hein, dans cette accumulation. Mais ce que l'on constate, et c'est un petit peu, ça illustre un peu les rechargements, vous voyez que le sable ici, qu'on a réussi à accumuler, hein, eh bien, ce sable a permis d'atténuer l'énergie des vagues, et du coup, la dune en arrière a été protégée, n'a pas été touchée, hein. Donc, c'est le principe, hein, d'accumuler le plus de sable possible, hein, pour justement en arrière préserver la dune. Est-ce que finalement, là où il y a des dunes, le problème ne se pose pas là où il n'y en a pas? Est-ce que finalement la solution, ce ne serait pas de laisser évoluer la végétation pour passer d'une dune blanche à une dune grise et à quelque chose de presque de boisé, comme il y a un petit peu plus au sud maintenant de la région Hauts-de-France, ce qui permettrait vraiment de la stabiliser. Bon, ce qui change le paysage, hein, d'une certaine façon, ce qui change aussi la nature des habitats et des espèces qui habitent ces habitats, mais est-ce que c'est pas finalement la solution pour fixer complètement la dune? Alors, elle peut être fixée effectivement à l'intérieur, mais alors sur ici, hein, ce que vous appelez la dune blanche, hein, sur le cordon bordier ici, hein, les conditions sont très difficiles pour les végétaux. Il n'y a que quelques espèces qui puissent survivre dans ces conditions, hein, dont l'Oya, hein, ou les limes. Mais là, c'est impossible que d'autres végétaux puissent s'installer, hein. Ils peuvent coloniser l'arrière des cordons, hein, et on voit d'ailleurs l'argousier qui arrive en arrière des cordons dunaires, mais sur le cordon bordier, hein, soumis aux embruns, au vent, au manque d'eau, etc., il y a très très peu d'espèces, hein, qui puissent coloniser ces milieux. Donc c'est pour ça que c'est l'Oya qui domine, hein.
Oui, vous avez évoqué donc les rechargements faits en Belgique et aux Pays-Bas. Ces rechargements-là étaient faits donc à partir du sable prélevé dans la mer au loin, mais il n'y avait pas de, ce n'était pas l'occasion de travaux d'aménagement portuaire, donc. Ça dépend, oui. Pour l'extension aussi bien du port de Rotterdam que du port d'Ostende, ils ont réutilisé également des sables de dragage pour réalimenter les plages, les littoraux de part et d'autre et protéger leurs infrastructures. Sinon, effectivement, ils vont chercher leur sable en haute mer sur des bancs sableux, ce qui a évidemment un coût plus important que de réutiliser des sables de dragage. Sinon, oui, vous avez évoqué dans la présentation et puis en répondant à une question, le lien entre les inondations intérieures et le risque de submersion marine. Une compétence nouvelle a été donnée au titre aux collectivités territoriales, enfin aux communes ou à leur regroupement, donc en l'occurrence à la communauté urbaine de Dunkerque, sur la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Comment voyez-vous l'articulation de l'action d'une collectivité locale, donc en liaison avec le syndicat qui s'occupe des wateringues, d'agir avec en cas de submersion marine? Alors, en cas de submersion marine. Marine, donc d'une certaine durée, comme vous l'avez évoqué, qui ferait que il y aurait un problème d'évacuation des eaux intérieures, avec de surcroît une submersion marine qui empêcherait naturellement l'écoulement des eaux intérieures. Bon, alors, dans l'état actuel des choses sur le littoral, je pense que il peut y avoir des problèmes d'évacuation, mais la submersion marine, du moins une submersion qui affecterait les terres basses en arrière, ne pourrait se produire qu'en cas de rupture de digue. Donc, dans l'état actuel des choses, c'est un scénario peu probable, puisque là, on a quand même protégé, la digue n'est plus du tout atteinte par les hauts niveaux d'eau. Donc, des submersions de ce type-là, pour l'instant, on n'en a pas connu. Et je pense que justement, l'État, par ses actions, a pour objectif de protéger les habitants pour éviter de tels phénomènes. Donc, et en cas de problème d'évacuation, je pense qu'il y a des pompes aussi qui peuvent entrer en action et éviter que le polder soit inondé. En ce qui me concerne, j'ai une dernière question. Ça concerne finalement ce que vous avez évoqué en termes de rechargement des plages. C'est essentiellement de l'adaptation au changement climatique, en fait. Est-ce que cette adaptation, alors la question que je pose est finalement à un niveau plus élevé, est-ce que cette adaptation suffit à terme, ou est-ce qu'il faudra avoir une adaptation sans cesse avec des moyens croissants, ou est-ce que finalement la solution n'est pas aller au-delà de l'adaptation et la lutte, mais comment faire alors? Est-ce que comment éviter que le phénomène s'accroisse en dehors des belles paroles qui sont les miennes? Bon. Alors, quand vous parlez à terme, ça dépend ce que vous considérez comme à terme. Si on a une vision à 50, à 100 ou à 200 ans. Une vision à 200 ans, c'est certain qu'on ne pourra pas tenir. Et c'est aussi se demander, est-ce qu'on tient, est-ce qu'on décide de tenir, d'essayer de se maintenir, comme l'ont fait les Belges ou comme ils le font aux Pays-Bas, ou nouvelle politique et quand on peut, c'est de plutôt reculer, c'est le recul stratégique,
Dans le cas ici de Dunkerque, ça paraît peu réaliste. Hein. Donc on n'a pas d'autre solution. Soit effectivement on abandonne tout, mais c'est pas du tout réaliste. Hein. Soit on décide de se maintenir, comme le font les Belges et comme le font les Hollandais, et donc on met en œuvre et on prend les moyens hein, de se maintenir. Hein. Et bon, alors. Après ça, il faut voir justement les échéances. L'élévation du niveau de la mer, malheureusement, c'est un phénomène inéluctable et qui est un phénomène donc exponentiel. Donc ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Hein. Donc il faut voir à moyen terme, bien sûr, et essayer de faire comme on fait le long de ce même littoral. Hein, si du moins on veut préserver hein, nos activités et se maintenir en bordure du trait de côte. Hein. Finalement, ce n'était que mon avant-dernière question. Ce que vous venez de dire m'incite à vous poser une dernière question. Vous évoquez la Belgique, les Pays-Bas et ici donc le secteur de Dunkerque, enfin qui est une dépression en fait. Est-ce que vous pensez que les méthodes peuvent être différentes à partir du moment où ce sont également des cordons sableux, mais s'il s'agit de terrains qui sont exondés par rapport au niveau de la mer, au niveau naturel de la mer? Est-ce que, à votre avis, il faudrait la méthode du rechargement de plage est aussi intéressante? Est-ce qu'elle produit les mêmes effets? Est-ce que c'est une même nécessité puisqu'à l'arrière, le niveau du sol étant supérieur, l'eau est censée s'évacuer naturellement s'il y a submersion. Donc, est-ce qu'il faut avoir une politique différente en cas de dépression et en cas de terrain naturel à l'arrière, plus haut que le niveau de la mer? Alors, ça dépend des enjeux. Hein, ça dépend. Donc, si on a de toute façon les terres qui sont effectivement au niveau de la mer ou plus élevé, hein, ça dépend des enjeux. Ça dépend si on veut protéger ou pas. Hein. En cas d'enjeu important, forcément, on va là constater, comme partout le long des côtes basses, comme beaucoup d'endroits, un recul au fur et à mesure que la mer monte, les côtes reculent, en particulier les côtes sableuses. Hein. Donc là aussi, en fonction des enjeux présents, on décide soit de laisser reculer, hein, dans les secteurs naturels, on peut très bien envisager de laisser reculer, soit de compenser ce recul par une protection. Hein. Et la meilleure protection, hein, à mon avis, c'est vraiment par la réalimentation hein, des plages en sable au fur et à mesure donc, que la mer s'élève. Bien, merci beaucoup Madame Russe. Vous nous avez largement informé finalement du risque de submersion marine et puis des effets que peuvent avoir des travaux portuaires bénéfiques dans le cas présent, maléfiques dans le cas du Tréport, mais qui n'est pas ici. Donc sur la gestion du trait de côte. Merci.